Bonjour, avec tout ça, bon alors ça a bouleversé un peu le programme. Je voulais, je vais rapidement reprendre avec des photos ce qu'on a fait la dernière fois. Hein, bon, comme ça, ça illustrera. Et puis nous avons le temps alors. Hein, et, bon. Alors, la dernière fois, je vous avais proposé, parce qu'on en avait discuté avec un certain nombre d'entre vous, de parler de la famille Fould et de ses relations avec les Hautes-Pyrénées. Bon, je ne sors pas du cadre du thème général, hein, histoire du Conseil général. Bon, mais je pense que peut-être on peut se permettre des parenthèses ou un peu plus larges quand l'occasion s'en présente. Bon, et là par exemple Fould. Bon, Achille Fould au XIXe siècle, à partir de 1847, puis après 47-48 et puis en 49 jusqu'à sa mort en 1867, a présidé le Conseil général. Bon, et ça a été c'était une source de son pouvoir. Alors bon, c'est l'exemple, si vous voulez, hein, d'un grand notable national qui s'est constitué un fief dans un petit département de province et qui s'y est installé. Mais c'est pas quelqu'un qui est parachuté, qui est venu pour repartir hein, après, puisque finalement la famille est restée, puisque sur 4 ou 5 générations, ils ont été présents. Alors, c'est l'occasion d'évoquer cet exemple, bon, pour votre culture personnelle, hein, il y a une rue Fould à Tarbes, bon, il a marqué le département, voilà. De la même façon, en 1870, quand le Second Empire s'effondre, Gambetta, au nom du gouvernement de la Défense nationale, a nommé un préfet qui a destitué le Conseil général, qui a mené la politique que lui demandait le gouvernement de la Défense nationale. Ça n'a duré que de septembre 70 jusqu'en février 71. Et il y a un personnage ici que personne ne connaissait, Eugène Thénault, qui a une rue à Tarbes, qui a joué un rôle de premier plan à ce moment-là, puisque c'était lui qui était préfet. Et donc, après avoir vu la famille Fould, je consacrerai quand même une séance à Thénault. Bon, il est resté préfet que quelques mois. Quelques années plus tard, il sera député, mais c'est pas très longtemps, un mandat, mais c'est quelqu'un qui, dans sa vie, qui a été brève, puisqu'il est mort à 50 ans, originaire de La Reule, ici, en Bigorre, a joué un rôle, bon, non pas de premier plan, mais un rôle important en tant que journaliste et intellectuel. Donc, ça vaudrait le coup, par exemple, hein, on sort un peu du cadre précis du départ, mais d'évoquer ce personnage sur la durée. Hein. Comme ça, au moins, vous le connaîtrez. Quand vous passerez rue Eugène Thénault, vous penserez... Ou si vous allez à La Reule, hein, si vous allez à La Reule, il y a sa statue, une statue qui avait été inaugurée par Jules Ferry en 1891, puis qui a été démolie à partir de 1942 par les Allemands, et qui a été restaurée par une municipalité au début des années 2010. Et cette statue, vous pouvez toujours la voir, elle est devant la mairie de La Reule et face à la maison natale de Thénault. Donc c'est pour vous dire qu'on va avoir l'occasion comme ça de présenter des gens. Bon, ça donne un peu de vie et de chair. Alors, la dernière fois, je n'ai pas pu passer de photos, donc je voudrais repasser des photos en revenant un peu rapidement hein, sur ce que j'ai dit, sans tout redire bien sûr, parce que sinon ça serait un peu trop fastidieux pour vous. Alors, mais c'est intéressant de mettre des visages hein, sur des personnages, quoi. Bon. Alors,
j'avais indiqué le titre, je vous l'avais donné la dernière fois, la famille Fould des Hautes-Pyrénées, 19e, 20e siècle, 2 siècles d'influence politique, et je vais balayer jusqu'au dernier que nous ayons connu, Étienne Achille Fould. Voilà. Alors, c'est je l'avais déjà dit, hein, une famille de banquiers parisiens. L'origine, c'est Berléon Fould qui a fondé la banque Fould Oppenheim au début du 19e siècle, sous la Révolution française. Hein. Il s'était installé à Paris parce qu'il représentait une banque alsacienne. Lui-même était né dans l'est de la France, hein, en Lorraine. Et avec son frère Michel et son fils Jacob, les premiers, ils avaient fait du commerce et développé un petit établissement bancaire dans la région de Metz. Et puis leur fils Berléon, s'est embauché dans une banque à Strasbourg et le banquier strasbourgeois l'a envoyé à Paris au moment de la Révolution. Et il va prendre sa propre autonomie comme banquier à cette époque-là. Et c'est lui qui va être le véritable fondateur de la banque Fould. Et il va faire fortune, notamment au départ, dans la contrebande liée à l'époque du blocus continental. Hein. Napoléon voulant empêcher tout commerce avec les Britanniques, eh bien ça va donner lieu à une forte contrebande. Et Berléon Fould va y faire des affaires. Bon, il a fait faillite à 2 reprises, hein, mais il a rebondi 2 fois. Je vous montre son portrait, le voilà, c'est le fondateur. Il a rebondi 2 fois, et quand on arrive aux années 1820, c'est un personnage qui s'est constitué quand même une fortune assez solide. Hein. Il habite un hôtel particulier rue Bergère à Paris, où est le siège de la banque. Hein, est-ce que j'ai noté le numéro de l'arrondissement, 22 rue Bergère? C'est pas loin du quartier dans lequel on trouve l'Élysée, c'est dans cette zone-là. Hein, non? Je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais moi, c'est ce que... j'y suis passé un jour devant, et après, bon... voilà l'immeuble tel qu'il était sous le Second Empire. Et qui n'a pas trop changé aujourd'hui. On rentrait, le siège de la banque, c'était par la porte qui est tout à fait à droite sur la photo, il y a une porte cochère. Bon, ça vous donne une idée de l'hôtel particulier. Mais il avait eu les moyens aussi d'acheter dans la campagne normande, à Rocancourt, un château, n'est-ce pas? Voilà, petite demeure, fort modeste. Bon, ça vous donne une idée de la fortune. Bon, il a 4 enfants, je l'ai dit la dernière fois, 3 garçons et une fille. Le garçon, l'aîné, c'est Bénédicte Fould. Alors, ils ont des noms tous à consonance allemande parce que, initialement, la famille vient de Fulda, en Allemagne, hein, et c'est pour ça qu'en Lorraine, on les avait surnommés les Fould, et ils ont pris ce nom-là. Et ils ont toujours eu des noms de consonance allemande au départ. Alors, Berlion, c'est appelé ensuite Berléon, et Bénédicte, ça a donné Benoît. Hein. Bénédicte, c'est un prénom masculin en Allemagne. Hein. Il n'y a pas de prénom féminin identique. Je sais parce que j'ai une épouse qui s'appelle Bénédicte, et qui est prof d'allemand, et elle reçoit encore du courrier en disant « Monsieur Herr Bénédicte Courtadet ». Bon,
ils n'ont pas accepté que ce soit un prénom féminin. Bénédicte Fould s'est fait baptiser Benoît, ils ont francisé le nom. Il est né en 1792 et il est mort en 1858, sous le Second Empire, 3 ans après son père. Il avait épousé une Allemande, originaire de Francfort, dont le père était banquier, Oppenheim. Et c'est comme ça qu'ils ont fondé la banque Fould-Oppenheim, qui s'est agrandie. C'est lui qui va être le successeur de Berlion à la tête de la banque. C'est lui qui va diriger les affaires de la famille. Bon. Il a un cadet dont je n'ai pas trouvé de photo, qui s'appelait Wolf, Wolf Fould. Wolf égale loup, alors il s'est transformé en Louis, en français, Louis Fould, qui avait 2 ans de moins que lui, et qui est mort la même année, et qui lui était son second à la banque, mais qui en fait a laissé mener les affaires par son frère aîné, et puis qui s'est consacré au mécénat. Bon. Achille Fould, c'est... je ne vous l'avais pas montré en photo, Benoît. Voilà, Benoît. Ah, c'est que j'ai 2 écrans là, bon. Bien. Benoît, et le 3e, c'est Achille Marcus, celui qui va nous concerner, qui est né en 1800 et qui est mort en 1867. Achille, on verra, je vous parlerai après de sa place dans la famille pour faire un zoom sur lui. Et il y avait un 4e enfant qui était une fille, Rose Fould, qui, elle, a épousé un banquier bordelais qui s'appelait Élie Furtado, qui avait un réseau bancaire dans le sud-ouest, sur Bordeaux et sur Bayonne. Et ils étaient apparentés aux frères Pereire, Jules et Isaac Pereire, qui eux vont fonder la Compagnie du Midi, la Compagnie des chemins de fer du Midi, dont les Fould seront actionnaires minoritaires. C'est une affaire familiale, la Compagnie du Midi. Bon, c'est important ça, parce que après, dans les choix qui seront faits par la Compagnie du Midi sur les itinéraires du chemin de fer dans le département des Hautes-Pyrénées, eh bien, Fould aura quand même une influence et un rôle important. Voilà. Donc, intéressons-nous à Achille Marcus et à sa place dans la famille. C'est le 3e fils. C'est ses 2 aînés qui sont plus âgés que lui, l'un 9 ans de plus que lui, 8 ans de plus que lui, et l'autre 7 ans de plus que lui. Ces 2 aînés sont destinés à la banque. Lui, il serait, selon les témoignages, de santé fragile. Il avait des problèmes pulmonaires. Et depuis l'enfance. Alors, bon, il doit toucher sa rente de la part du père, et visiblement, dans la famille, à quoi est-il destiné? On ne sait pas trop. Il a mené une vie de dandy durant toute sa jeunesse. Alors voilà un portrait qu'on a découvert récemment, parce que je ne sais pas, il devait traîner quelque part, et c'est donc Fould dans les années 1830, 1820-1830. Bon, évidemment, c'est la mode de l'époque, on comprend qu'il ait pu mener une vie de dandy. C'est quelqu'un, il a 20 ans, en pleine période romantique. Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est une époque un peu particulière aussi. Il a consacré une partie de sa jeunesse à voyager autour de la Méditerranée. Il fréquente les lieux de villégiature à la mode. Et il se passionne pour les courses hippiques. Donc il possède des chevaux, n'est-ce pas? Il possède une écurie. Et il mène une vie mondaine, participant par exemple à la création du Jockey Club, puis en 1834, puis à la création du Grand Prix de Chantilly, n'est-ce pas, dans la région parisienne. Et là, il fréquente
une partie de la noblesse de l'époque. Il fréquente les fils de Louis-Philippe. Il est proche des fils de Louis-Philippe, le duc d'Orléans, le duc de Nemours, le duc d'Aumale. Participent ensemble à des courses, à des chasses, à des réceptions mondaines. Le jeune Fould est reçu fréquemment, n'est-ce pas, aux Tuileries, lorsqu'il y a des fêtes ou des réceptions mondaines aux Tuileries sous Louis-Philippe. Bon, à cette époque-là, il fait aussi la connaissance d'un personnage qui fréquente le même milieu et qui jouera un rôle important sous le Second Empire, c'est le duc de Morny. Le duc de Morny, c'est le demi-frère, je m'excuse de vous parler de toutes ces mondanités, mais c'est pour vous situer un peu le personnage. Le duc de Morny est le demi-frère de Louis-Napoléon Bonaparte. Second fils de Hortense de Beauharnais. Hortense de Beauharnais, elle-même fille de Joséphine et de général de Beauharnais. Bon, par la suite, Hortense avait épousé un des frères de Napoléon Bonaparte, qui était Louis qui sera roi de Hollande. Mais bon, on sait que ce n'était pas la fidélité qui caractérisait Hortense, et on en sait quelque chose dans la région, parce qu'elle a fait beaucoup de séjours dans la région. Et Morny est le fils donc de Hortense et du vicomte de Flao, un de ses amants, le vicomte de Flao. Lequel vicomte de Flao est un fils naturel de Talleyrand. Enfin, ça vous donne une idée du milieu. Mais vous savez, il y a une certaine morale qui a été construite par la bourgeoisie au XIXe siècle. Et sur l'exemple anglais, si je fais une parenthèse, la monarchie Windsor donnait l'impression, la monarchie sous Victoria donne l'impression d'être une monarchie austère, rigoureuse. Oui, c'est quand Victoria est devenue veuve du prince Albert. Mais auparavant, à la cour d'Angleterre, il y avait un premier ministre, Lord Palmerston, dans les années 1820, il avait comme surnom Lord Cupidon. Donc c'est une époque aussi. Et donc c'est dans ce milieu-là qu'évolue notre Achille Fould. Et il se marie en 1823 avec Henriette Goldschmidt, que vous avez là en photo. Henriette Goldschmidt n'est pas allemande, mais elle est britannique. Le père était un homme d'affaires de la City de Londres. Parce qu'effectivement, cette jeunesse va souvent à Londres. On fréquente beaucoup, il y a beaucoup d'échanges entre le Royaume-Uni, via aussi la côte normande. On se retrouve sur tous ces lieux-là. Alors voilà le couple d'Achille Marcus. Après, il va trouver une voie, et sa voie, ça va être la politique, dans la famille. Et d'ailleurs, ça va servir aussi les intérêts de la famille. Parce que quand il va se retrouver ministre des Finances de Napoléon III pendant longtemps, ça fait quand même aussi les affaires de son frère aîné. Il a eu, lui, je règle cette question tout de suite, 3 enfants. Alors, on n'a pas de photo de l'aîné, Adolphe Ernest, qui est né en 1824 et qui est mort en 1875. Et c'est bien dommage parce que lui, il va vivre dans l'ombre de son père, en être le bras droit, et c'est lui qui va s'installer dans les Hautes-Pyrénées aussi, Adolphe, et qui va installer la famille par la suite aussi. Il a une fille, Charlotte. Alors donc, là, vous avez une photo, Charlotte avec ses 2 enfants. Elle a épousé, je vous l'ai raconté la dernière fois, mais je ne veux pas insister rapidement, mais le comte de Breteuil, le 4 mai 1846.
Bon, effectivement, toutes ces familles de la haute bourgeoisie financière cherchaient à intégrer la noblesse, la vieille noblesse française. Il y a une fusion là de classe à l'intérieur de la classe sociale. Surtout que nous sommes encore sous un régime monarchique en 1846. Elle épouse le comte de Breteuil. Alors, c'est une famille qui a été anoblie au XVIe siècle. Elle est le tonnelier de Breteuil. Bon, la dernière fois, il y avait quelqu'un dans la salle, il y avait un couple, là, je ne sais plus, vous connaissiez bien le château. Et, bon. Il y a eu des ministres de Le Breteuil sous Louis XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI. Donc c'est une famille prestigieuse. Il y a l'avenue de Breteuil à Paris, il y a l'hôtel de Breteuil, bon bref, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Bon, mais quand Charlotte épouse le comte, elle a une dot de 500 000 francs, ce qui pour l'époque est énorme. Bon. Or, toute cette noblesse, ancienne noblesse, elle vit, la source de sa fortune, c'est la terre. Et donc, au 19e, et traditionnellement, à l'époque de la monarchie, en France du moins, contrairement à ce qui se passait en Angleterre, la noblesse ne pouvait pas se lancer dans les affaires, dans le commerce, dans la finance, dans le business, sous peine de perdre la noblesse, de déroger. Voilà. Il n'y a que la noblesse bretonne qui avait eu le privilège de pouvoir se lancer dans les affaires et dans le commerce, etc. Mais ailleurs en France, la noblesse ne pouvait pas, sous l'Ancien Régime. Par conséquent, cette noblesse, elle faisait sa fortune, c'était essentiellement une fortune terrienne. Bon, mais les mentalités de l'époque aussi, c'était que la source de la fortune, c'était la terre. Bon. On ne payait pas d'impôts quand on était propriétaire d'une terre noble. On avait des privilèges, etc., etc. Et souvenez-vous du bourgeois gentilhomme dans Molière, il rêve de quoi? D'être anobli. Voilà. Il se retrouvera grand mamamouchi. Bon. Donc, c'est important. Mais avec les débuts de la révolution industrielle au XIXe siècle, etc., eh bien, la source de la fortune va changer. Et cette noblesse, elle continue à regarder de haut la bourgeoisie qui vit dans la finance. C'est toujours des roturiers pour eux. Néanmoins, quand on peut épouser une fille de bourgeois avec une forte dot, ça met du beurre sur les épinards, vous comprenez. Bon. Et par ailleurs, pour cette bourgeoisie, eh bien, quand vous épousez quelqu'un de la noblesse, pof, ça vous fait monter d'un cran dans le rang social, parce que les préjugés sont toujours là, quoi. Donc, Fuld, en mariant sa fille Charlotte, il aura des petits-enfants qui seront marquis. Bon, c'est donc, pour lui, c'est une forme de promotion sociale. Bon, voilà Charlotte avec ses deux fils aînés, dont celui qui est dans ses bras, là, c'est un garçon. Évidemment, à l'époque, pendant très longtemps, et les gamins, on les habillait jusqu'à l'âge de 4-5 ans avec des jupes, avec des robes. On ne faisait pas de distinction. C'est le futur marquis qui sera député des Hautes-Pyrénées. Il a aussi un troisième fils, Gustave, qui a 10 ans de moins que sa sœur, dont on a une photo, le voici en photo. Alors lui, c'est un peu l'enfant terrible de la famille. Il y en a dans chaque famille. Parce que lui, la banque, la politique, ça ne l'intéressait pas. Il aimait le théâtre et il a épousé une comédienne de la Comédie Française. Il l'a épousée à Londres, parce que la famille n'était pas d'accord avec ça. On est compte. Alors d'un côté, il y en a un qui épouse la fille du comte le fils du comte de Breteuil, et l'autre, il épouse une comédienne de la Comédie Française. Les comédiens qui étaient mal vus aussi, vous savez, bon. Bon. Après, sous des pseudonymes, il a écrit des pièces de boulevard, et il a eu une fille unique, dont je vous ai mis le portrait ici, qui est Consuelo Fuld, qui a été une artiste peintre très connue à son époque. Bon, voilà. Donc c'est finalement assez éclectique. Bon, alors l'idée c'est que
Benoît se consacre à la banque familiale, Louis s'efface derrière son frère aîné et se consacre au mécénat, et puis Achille, lui, il va tenter sa chance en politique. Voilà, les rôles se répartissent de fait dans la famille. Alors, Grand II, son influence politique au niveau national. Alors, oui, il a eu une terre d'élection, les Hautes-Pyrénées. J'y reviendrai après en détail. Au début, il cherche un siège, quoi, une circonscription. Bon, ça se pratique encore aujourd'hui. Il y a des gens, ils cherchent des circonscriptions, alors on leur trouve un endroit où ils vont pouvoir trouver un siège, se faire élire, etc. Bon, et il s'est présenté dans les Hautes-Pyrénées en 1839 aux législatives. À l'époque, c'est le suffrage censitaire. Il y a à peu près 200 électeurs dans le département. Bon, donc les électeurs, ils connaissent. Le candidat connaît tous les électeurs. Bon. Mais il est battu. Il est battu par Colomès de Juillan. J'y reviendrai. Il se fait élire tout de même conseiller général de Tarbes Sud en 1839. Et donc il rentre au conseil général. Ce qui va lui donner une assise, permettre de connaître des gens parmi ses notables, et il sera élu député en 1842. Parce que entre 1839 et 1842, il a plié son parachute. Il y a un parachutiste politique qui avait employé cette expression bien plus tard. Bon, mais je refais la parenthèse. Et il a cherché à s'implanter, à connaître des gens parmi les électeurs. Et donc, comme en même temps il fait des affaires dans le secteur, il achète, etc. Donc il a dû recevoir et se constituer un réseau. Et aux élections de 1842, il est élu député. Ça lui sert, ça, à remonter à Paris, à siéger à la Chambre des députés et à fréquenter les milieux parisiens. Bon, c'est important parce que cette période 1842-1848, c'est une période qui est une rampe de lancement pour lui, pour la suite. Il est proche des fils du roi, il soutient le régime et il poursuit sa vie mondaine avec le titre de député. Comme il est fils et frère de banquier en renom, on lui colle l'étiquette d'être un spécialiste de finance et d'économie, et c'est comme ça, et de budget, c'est comme ça qu'il siège à la commission des finances de la Chambre des députés. Bon, en février 1948, tout peut s'effondrer, puisqu'en février 1948, le régime s'effondre et qu'on a... la pendule, elle est où ici? Parce que j'ai pas ma montre. Il n'y a pas la pile. Ah, il n'y a pas la pile, elle ne fonctionne pas alors. Donc je regarde un peu parce que je ne veux pas... Ma montre est fichue et je ne l'ai toujours pas changée. Alors je fais ce que j'interdisais à mes élèves de faire. Parce que quand en classe, les élèves, ils avaient toujours le téléphone portable, on disait, mais enfin, fermez ce téléphone portable. Mais c'est ma montre, monsieur. Alors, et moi j'ai aimé pour y acheter une montre comme tout le monde, mais bon, alors je fais pareil. Comme quoi. Bon. Donc, février 1948 est une menace, parce que la chute de Louis-Philippe peut mettre par terre complètement la future carrière. Bon. Surtout que il n'est pas réélu, il n'est pas élu en avril 1848 à l'Assemblée constituante. Il ne se présente pas dans les Hautes-Pyrénées, mais il se présente à Paris, parce qu'il savait que dans les Hautes-Pyrénées, vu le climat, en avril 1848, il n'aurait pas été élu. Et je rappelle, parce qu'on en avait parlé l'an dernier, c'est une liste entièrement républicaine qui est élue, avec des républicains très engagés, je pense à Vignères ou à Dubarry. Il n'aurait pas été élu dans les Hautes-Pyrénées. Il s'est présenté à Paris. Bon.
Alors, mais en octobre 48, il s'est écoulé beaucoup d'eau sous les ponts de Paris depuis la Révolution de février. Il y a eu en particulier donc l'élection de l'Assemblée constituante, la formation d'un gouvernement. Les plus radicaux des Républicains sont minoritaires, et ils sont déçus, ils sont minoritaires. Ils provoquent les journées de juin 1848, les émeutes de 1848, que les autres Républicains plus modérés répriment avec le général Cavaignac, et donc le climat politique a changé. Et Fould se sent plus proche, si vous voulez, des républicains modérés, et c'est l'époque où Adolphe Thiers, qui est un personnage politique qui est apparu sous la Restauration, mais qui a contribué à faire chuter Charles X, qui s'est retrouvé plusieurs fois chef du gouvernement sous Louis-Philippe. C'est un partisan des Orléans, et à partir de 1848, il va essayer de constituer plutôt une alliance de toutes les droites monarchistes françaises dans l'opposition au gouvernement de la Seconde République, de la Deuxième République. Et il fonde un parti qu'on appelle le Parti de l'Ordre. Bon, mais enfin, quand je dis fonder un parti, il ne faut pas confondre avec l'organisation des partis actuels, parce que l'organisation des partis actuels, elle date de la loi de 1901. Hein. À l'époque, ce qu'on appelle le parti, c'est pas quelque chose de très structuré. Ce sont des gens qui se rassemblent sous une étiquette, par exemple le Parti de l'Ordre que fonde Adolphe Thiers. Ils se réunissent régulièrement, il y a des journaux qui les soutiennent, bon, mais c'est pas structuré, il n'y a pas de chef de parti, ce sont des mouvements, on dirait aujourd'hui. Bon, et il se rapproche d'Adolphe Thiers à ce moment-là, tout naturellement, Achille Fould. Mais l'année 48 va se terminer par l'élection du président de la République, pour la première fois au suffrage universel. Les monarchistes n'ont pas de véritable candidat, et ils vont soutenir Louis-Napoléon Bonaparte, qui est connu. Hein. Et Louis-Napoléon Bonaparte, qui leur semble être facilement manipulable. Il y en a eu beaucoup de gens comme ça dans l'histoire, hein, qu'on croit qu'on va manipuler, et puis après, une fois qu'ils sont en poste, c'est eux qui écrasent tous les autres. Bon. Donc Thiers et le Parti de l'Ordre soutient la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte. Or, on livre tout ça au suffrage universel, avec une partie de la population qui est en grande majorité analphabète, qui ne sait pas lire, suffrage universel masculin. Mesdames, vous y êtes pour rien. Donc, dans l'élection de Louis-Napoléon. Mais les autres candidats, bon, il y a Cavaignac qui se présente pour les Républicains, et puis il y a Lamartine qui se présente aussi pour les Républicains, et qui va faire un triste score, mais c'est l'intellectuel échevelé, romantique, idéaliste, que personne ne connaît finalement. Il y en a d'autres, mais l'opinion publique ne les connaît pas. Par contre, le nom de Bonaparte est connu. Hein, et il va faire. Et c'est pour ça qu'il va être élu, Louis-Napoléon Bonaparte, avec le soutien aussi du Parti de l'Ordre et des monarchistes. Bon. Les amis de Thiers vont vite s'apercevoir qu'ils ne le contrôlent pas au prince-président et que lui va prendre son autonomie. Et c'est là que notre Achille Fould, eh bien, il va se rapprocher, lui, du prince-président. Hein. Il peut l'aider financièrement, hein, le conseiller sur le plan financier et économique, et c'est ainsi qu'il devient ministre des Finances dès le 31 octobre 1849. Hein. Et il va le rester jusqu'au 22 novembre 1851. Il démissionne le 22 novembre 1851, parce que c'est curieux là, il y a un truc, moi je n'ai pas trouvé d'explication. Il démissionne le 22 novembre 1851, le président de la République fait le coup d'État le 2 décembre 1851, et le 3 décembre 1851, Fould redevient ministre. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à creuser, je n'ai pas creusé, je dois avouer. Bon. Et
En juillet 1852, il devient ministre d'État. Et après, c'est-à-dire, il n'y a pas de Premier ministre à l'époque. Il est ministre des Finances et ministre d'État. Donc, il n'y a pas de Premier ministre. Et à ce moment-là, le ministre d'État, il fait fonction de Premier ministre, quoi. C'est le premier des ministres. Et après le rétablissement de l'Empire, il devient le ministre d'État et de la maison de l'empereur. C'est-à-dire qu'il est chargé de gérer les palais impériaux, tout ce qui touche le fonctionnement. Donc, il est proche du couple impérial. Il est proche. Et il va le demeurer 8 ans, ministre d'État et ministre de la maison de l'empereur, jusqu'au 23 novembre 1860. Donc, c'est pour vous donner une idée du personnage. Alors, je vous en montre quelques photos, j'aurais dû en passant. Voilà Achille Fould à l'époque des années... à l'époque des années 1842-48. Alors, c'est la même pose, mais d'un côté, on a je pense que c'est un tableau, parce que c'est pas une photo, comme référence, j'ai pas vu ça, mais à côté, vous avez ce dessin-là, en noir et blanc, c'est le portrait officiel des députés sous la Seconde République. On en a plusieurs comme ça. C'est écrayonné, etc. C'est un dessin. Mais les deux sont liés, quoi. Vous voyez le personnage, il a vieilli, évidemment, par rapport aux années 1830. Mais bon, ça vous donne une idée du personnage. Il est ministre d'État de Louis-Napoléon. Voilà un des rares tableaux où il est représenté avec Louis-Napoléon. Voyons, je vais chercher où je peux me lever, parce que le fil, non, il n'y a pas de fil. Ici, vous avez l'empereur, l'impératrice Eugénie, et l'architecte qui conçoit des travaux de rénovation des Tuileries présente à l'empereur et à l'impératrice les travaux prévus. Et aux côtés de l'empereur, tenant de sa main le fauteuil où est assis, ou une chaise à côté de l'empereur, vous avez Achille Fould. Vous le repérez ici. Voilà. Donc, c'est parce que c'est lui qui contrôle financièrement tout ça. Donc, c'est un personnage influent et important. Bon. Voici, et comme tous les personnages influents et importants, il est caricaturé. Bon, quand on est caricaturé, c'est un honneur finalement. Voilà une caricature de Fould par Daumier, s'il vous plaît. Et on le représente, alors on voit des députés qui parlent à l'Assemblée, à la tribune, d'autres qui écoutent en bas, et lui, il se croise les bras. Alors je vous lis la légende. Position favorite de ce ministre des Finances qui trouve qu'en fait d'amélioration sociale, on n'a rien de mieux à faire qu'à se croiser les bras. Voilà. Donc, il ne veut pas trop de dépenses. Alors évidemment, Daumier prend parti là. Bon, vous avez une photo à côté d'Achille Fould dans les années 1850. On voit qu'il a vieilli et qu'il a mûri. Et alors, pour vous suivre l'album photo, je vous montre une photo de lui à la fin de sa vie. On voit qu'il a... Et pourtant, il n'est pas mort vieux, il est mort à 67 ans. Bon, mais il avait des problèmes de santé, c'est vrai. Bon, en 1860, il va avoir un an de disgrâce. Je l'avais peut-être dit. Il est jugé trop orthodoxe sur le plan financier. Il n'est pas assez considéré comme volontariste. Pour lui, il ne faut pas de déficit budgétaire. Bon, je commente pas. Seulement, il a une opposition aussi, parce qu'il y a des gens... il a eu beaucoup de démêlés avec Haussmann, quand Haussmann a fait les travaux dans Paris. Parce que pour Fould, c'était toujours trop cher, et pour Haussmann, il fallait dépenser. Alors, évidemment,
ses adversaires ont eu sa tête pendant une année de disgrâce. Et durant cette période, il a quitté Paris et il s'est installé à Tarbes pour ne pas paraître avoir des contacts, n'est-ce pas, avec d'intrigants parisiens contre ses successeurs. Mais il tire quand même des ficelles. Il a fait un voyage à Londres en 1861, Londres dans la famille de sa femme, etc. Et à Tarbes, il rédige un mémoire à l'adresse de l'empereur sur la politique financière à tenir. Et il se plaint effectivement des dépenses excessives de l'Empire, il faut tenir le budget, etc., etc. Et il envoie ce mémoire le 9 septembre 1861 à l'empereur. Napoléon III en autorise la publication, et puis il le rappelle en novembre 1861. Pourquoi ? Parce que Fuld rassure les milieux d'affaires. Et puis, il rassure aussi les capitales étrangères, dont Londres en particulier. Parce que Napoléon III, 1859, 1860, c'est l'époque aussi où il est parti en Italie. Et donc là, il a soutenu les partisans de l'unité italienne contre l'Autriche. Après, il y a l'expédition du Mexique aussi. Et donc, ça inquiète un petit peu dans les capitales européennes, et en particulier à Londres. Londres qui est la première place financière de l'Europe et du monde à l'époque. Bon. Donc, Fuld rassure. Et il revient donc aux affaires en novembre 1861 et il le restera jusqu'en janvier 1867. Il a démissionné en 1867 parce qu'il était malade et il est mort à Tarbes le 5 octobre 1867. Il a eu un malaise à l'hippodrome de la Louberre l'après-midi et il a été ramené donc chez lui à la Villa Fuld et il est mort dans la soirée. Le corps a ensuite été transporté à Paris et les obsèques ont eu lieu au Père-Lachaise. Voilà le dessin qui remonte, c'est dans l'illustration, vous avez déjà entendu parler de ce journal, peut-être qu'il existait déjà à l'époque, l'illustration où vous avez une représentation des obsèques de Fuld au Père-Lachaise. Alors, beaucoup de gens ont découvert quelque chose qui ne se savait pas trop, c'est que il a eu droit à une cérémonie religieuse au temple de l'Observatoire à Paris, j'en avais parlé la dernière fois, parce qu'il s'était converti au protestantisme. Alors que sa fille Charlotte, convertie elle aussi au protestantisme, s'était reconvertie au catholicisme pour pouvoir épouser de Breteuil. Bon. Alors, ça c'était pour vous donner une idée de son influence nationale. Maintenant, il s'est constitué un fief politique dans les Hautes-Pyrénées. Il s'est constitué un fief politique dans les Hautes-Pyrénées. Il faut que je puisse voir l'heure, moi, quand même. Ah, ça m'ennuie, ça. Voilà. Comment ? Alors, pourquoi il a choisi les Hautes-Pyrénées ? Je l'avais dit, il avait fait une première visite en 1838, lors d'une cure faite aux Aubonnes. Et il avait fait des excursions dans les Hautes-Pyrénées. Il a des problèmes pulmonaires. Il y a un de ses biographes, Monsieur de Brabant, Jacques de Brabant, qui parle de tuberculose. Bon, mais la plupart des rapports et des informations qu'on a parlent de problèmes pulmonaires. Il semble qu'il ait été aussi asthmatique. Bon. Donc ici, c'est une région dont le climat lui convient. Et il s'installe en 1839. Il s'installe, alors évidemment il n'achète pas une petite maison, il achète des terres à Tarbes et à Séméac pour élever des chevaux. 1,3 hectares à Tarbes, dans le quartier de l'Ormeau, où c'est au-delà de l'actuelle Villa Fuld. C'est l'époque où il se fait élire au Conseil général de Tarbes Sud. Mais après malgré la défaite des législatives de 1839, en une vingtaine d'années, il a agrandi son domaine tarbais de 1,3 hectares à 16 hectares. Il a fait construire la Villa Fuld en 1851 avec des dépendances, écuries, granges, serres et un immense parc à l'anglaise. Il y a ajouté, alors
oui, j'ai une photo. Bon, vous connaissez la Villa Fould, ainsi que une des rares lithographies, mais pas très nettes, qui représente l'entrée de la Villa Fould, place Ferrée actuelle, à l'époque. Alors, il a acheté le château de Beaussens. C'est une carte postale ancienne qui représente le château de Beaussens. Bon, en février 1846. Et c'est son descendant, Étienne Achille Fould, qui l'a vendu dans les années 1970. Bon, ils l'ont gardé longtemps. Bon, c'était une ruine, je ne sais pas ce qu'ils ont pu en tirer. Bon, il a acheté des terrains à Pouille-Ferré aussi, pour y constituer un domaine agricole important, le domaine de Mourles, dont il veut faire une ferme modèle. Bon, il avait également racheté une ferme dans la région de Bagnères. Bon, donc il s'était installé. Élu député en 1842, il est réélu en 1846, il devient secrétaire général du Conseil général en 1841, il le préside en 1847. Bon, il n'est pas réélu président en 1848 parce que la majorité a changé, mais il est réélu en 1849 et il va présider le Conseil général jusqu'à sa mort en 1867. Il s'est implanté. Bon, alors, il est le patron du département, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va contrôler le mécanisme de la candidature officielle. Je vous ai déjà dit qu'il y avait une candidature officielle. Le préfet recommandait de voter pour tel ou tel candidat. Alors, le candidat, il avait des affiches blanches, un bulletin blanc, les autres, c'était en couleur. Donc, pour ceux qui ne savaient pas lire, on savait, c'est le blanc ou la couleur. Bon, après, les fonctionnaires étaient invités à soutenir le candidat officiel. Bon, à l'époque, sont payés par l'État les curés. Donc, eux aussi sont invités à soutenir le candidat officiel. Alors, c'est le préfet qui choisit les candidats. Mais quand on est préfet d'un département dont le président du Conseil général est ministre d'État, et que le ministre d'État, ça équivaut à Premier ministre, bon, on sait très bien qui commande. On n'en a pas de preuves, on a eu simplement des éléments de preuve. Bon, mais il est assez habile pour ne jamais montrer sa main derrière. C'est la main invisible, Fould. Bon. Alors, il a la possibilité d'éliminer les opposants et les rivaux, et il a la possibilité aussi de rallier des opportunistes, il y en a toujours eu, et ou de les neutraliser. Bon. Alors, là, je vous montre en photo 3 personnages. Le premier, ici, à gauche, c'est Achille Jubinal. Achille Jubinal a été député de la circonscription de Bagnères-Lannemezan pendant tout le Second Empire. C'est le fondateur de la Société académique. Et je crois que Jean-François Lenaille prépare un article pour faire une communication, une conférence sur Achille Jubinal, parce qu'il n'y a jamais rien eu d'écrit sur Achille Jubinal. Alors, ce personnage, j'en dis 2 mots quand même, c'était un ancien républicain. Il a soutenu Ledru Rollin, candidat radical, en 1849 au présidentiel. Ledru Rollin qui s'est exilé au lendemain du coup d'État aussi, de Napoléon, de Louis-Napoléon. Donc, il va plaire au milieu bagnéré. C'est un ancien républicain qui a été séduit par Louis-Napoléon. Parce que Louis-Napoléon a un discours social. Il ne faut pas l'oublier. En 1864, c'est Napoléon III qui a créé, je ne l'ai pas dit, mais le droit de grève en France. Bon. Alors, il a un discours social qui plaît aux républicains bagnérés. Et puis, surtout, ce gars, il n'était pas fait pour faire de la politique. C'était un professeur de lettres anciennes à l'université de Montpellier, à la faculté de Montpellier. Et Bagnères, bon, c'était un centre républicain, je l'avais dit l'an dernier, l'épicentre de la révolution de 1848, mais c'est aussi un lieu très culturel.
vous avez beaucoup de gens dans la vie, dans la peinture, les milieux d'artistes, dans la littérature, etc. Et donc lui, il est comme un poisson dans l'eau, dans le milieu banniéré. Il sait rallier tous ces gens-là. François Soubi, qui a été préfet sous la Seconde République, et qui était l'incarnation de la République dans le département sous la Deuxième République, François Soubi est un ami d'Achille Jubinal. Bon, donc c'est le personnage qui pouvait peut-être rallier, ou du moins contrôler ou atténuer toute opposition de Bagnères à l'Empire. Parce que Bagnères a été le foyer républicain en 1848. Bon, après vous avez au centre Dauzat d'Ambarère. Alors Dauzat d'Ambarère, il a été élu député des Hautes-Pyrénées en 1852 et il va le rester jusqu'en 1863. C'est un Lourdais, le fils de Basile Dauzat, et apparenté au général d'Ambarère, d'où le nom Dauzat d'Ambarère. C'est un juriste, il a été procureur. Il appartient au clan Barère, le fameux Barère de Vieuxac. Et ce personnage est conseiller général de Lourdes et élu député en 1863. Il soutient l'Empire, sans problème. Il y aura un problème en 1863, j'en reparlerai après. Et enfin, tout à fait à droite, vous avez le comte de Ségur, le beau-frère de la comtesse, c'est son frère qui avait épousé la comtesse, qui avait un château installé à Oléac de Batte, le comte de Ségur d'Aguesseau. Il a été, d'ailleurs il y a une descendante qui doit être enterrée, je l'ai vu, un tombeau magnifique, énorme, du 19e siècle, au cimetière d'Oléac de Batte. Et Ségur d'Aguesseau a été préfet sous la monarchie de Juillet. Bon, préfet, mais qui a dû partir parce qu'il avait un caractère très difficile. C'est un personnage difficilement contrôlable. Il a été élu député en avril 1849. Il s'est rallié à l'Empire, au Second Empire, et il est devenu sénateur. Mais les sénateurs étaient nommés, sénateurs sous le Second Empire. Donc voilà l'exemple d'un monarchiste que Fould a neutralisé, si je puis dire, en le ralliant au régime, et en faisant aussi un conseiller général de Pouillastruc. Et il était vice-président du Conseil général. Bon, c'était l'occasion de rallier aussi tout un réseau de nobles, monarchistes, orléanistes, au régime. Alors, il est aussi le patron du seul journal qui paraît, l'Ère impériale. C'est le seul quotidien qui a vécu durant tout l'Empire. Bon, il y en a eu un qui a duré jusqu'en 1855, c'était l'Intérêt public, un journal républicain, mais qui en 1855, faute de financement, a disparu. Et à la fin de l'Empire, sous l'Empire libéral, les orléanistes ont créé un nouveau journal, l'Observateur, en 1869. Bon. Donc il contrôle le seul journal. Bon, donc il contrôle le seul moyen d'information. Il entretient de bons rapports avec l'évêque Monseigneur Laurence, bien qu'il soit protestant. Surtout que les relations entre Monseigneur Laurence et le préfet Oscar Massy se sont détériorées sur deux affaires. L'affaire des écuries de la préfecture. Il voulait faire construire des écuries et les adosser à la cathédrale. Bon, alors évidemment, l'évêque n'était pas d'accord et le préfet a dû capituler. Et également, il y a eu l'affaire des barrières de la grotte. Vous savez, pour éviter que la population n'aille à la grotte, le préfet avait décidé d'ériger des barrières. Et c'est sur ordre de Napoléon III et du ministre de l'Intérieur que les barrières ont été enlevées. Mais bon, on ne peut que voir la main de Fould derrière. Et le préfet Massy a été muté. Et le préfet qui a suivi, Henri Garnier, a toujours été en très bonne relation avec Fould.
il y avait intérêt, je pense. Bon. Alors, aussi, une illustration de cette influence, c'est qu'il y a eu la consécration, mais j'en avais parlé longuement l'an dernier, de la consécration qu'a représenté le voyage de Napoléon III, ici, en 1859, entre le 18 août 1859 et le 13 septembre 1859, dans le département. Il est resté quand même plusieurs semaines. Le 18 août, lorsqu'il débarque à Tarbes, inaugurant la ligne de chemin de fer qui venait de Morsinx à Tarbes, à Mont-de-Marsan et à Tarbes, il ne va pas loger à la préfecture, comme loge tout chef d'État. Non, il va loger chez Fould, Napoléon III. Et au cours du séjour, un soir, la famille impériale décide de descendre à Tarbes et va loger chez Fould. Mérimée n'est pas content parce qu'il raconte qu'il a fallu que lui, il aille dormir dans un hôtel à Tarbes et qui ne devait pas être aussi confortable pour laisser la place à l'empereur. Bon, et lors d'une seconde visite en septembre 1863 qui sera plus brève, le temps d'inaugurer le pont Napoléon, il logera aussi chez Fould. Donc voilà, c'est le personnage qui compte, qui domine, etc. Bien. Alors pour lui, il fallait assurer la succession aux générations suivantes. Alors, 4 générations de successeurs. Et je vais m'attarder un peu. Alors, Adolphe, on n'a pas de photo d'Adolphe, 1824-1875. C'est le fils aîné. Il a grandi dans l'ombre de son père. Quand le père était ministre, il était directeur de cabinet. Donc il est bien au courant des affaires du père. Il a vécu dans l'ombre de son père. Mais avant que le père ne devienne ministre, il avait fait son apprentissage à la banque Fould auprès du grand-père et de l'oncle, qui sachent quand même comment fonctionnait la banque. Et puis, en décembre 1849, il est devenu secrétaire général du ministère de son père, et après il sera son directeur de cabinet. Bon, alors, Fould a essayé, pour assurer la succession, d'implanter politiquement son fils. Et il se trouve que en 1860 meurt un conseiller général dans le département, à Arrault, Jacques Cobat, et bien comme successeur, le préfet propose comme candidat officiel Adolphe Fould, qui est élu évidemment, et qui sera réélu à l'élection normale en 1864. Puis se pose la question des législatives, parce que c'est mieux s'il pouvait lui trouver un siège de député. Alors, il n'est pas question d'aller titiller les républicains banniérés qui sommeillent, même s'ils sont pas, ils sont en sommeil, ils se manifestent pas beaucoup, mais il n'est pas question d'aller les titiller. D'autant plus que Bagnères a un grief à faire à Fould, c'est que le train, il n'est pas passé. Il y avait eu une discussion sur l'itinéraire pour aller de Lannemezan à Tarbes. Est-ce qu'on allait aller sur Bagnères ou est-ce qu'on passait sur Tarbes? Et puis, Bagnères avait été exclu. Et donc, les Bagnérés lui en ont toujours voulu ça à Fould. Donc, il ne s'agissait pas d'aller déloger Achille Jubinal. Mais par contre, Dauzat d'Ambarère, on pouvait essayer de s'attaquer à lui. Alors, c'est ce qui s'est passé. Dauzat d'Ambarère, on lui propose, il s'est rallié à l'Empire, on va lui proposer un poste de consul de France à Gibraltar, si il accepte, n'est-ce pas, de laisser le siège aux élections de 1863 à Adolphe Fould. Bon. Et il accepte, Dauzat d'Ambarère. Il renonce à son siège de député et le voilà consul de France à Gibraltar. Alors, en même temps, n'est-ce pas, on le promeut officier de la Légion d'honneur. Il était déjà chevalier, alors on lui donne la Légion d'honneur en prime. Et il devient même vice-président du Conseil général, parce qu'il était conseiller général de Lourdes. Autrement dit, on l'écarte avec ménagement.
Parce que derrière lui, il y a toujours cette vieille famille Barère qui était un clan, qui devait avoir encore des supporters. Et voilà que Adolphe Fould est élu député des Hautes-Pyrénées. Alors, et le père a mené campagne. Il a passé la seconde quinzaine du mois de mai, c'est-à-dire les 15 jours avant le scrutin, dans l'arrondissement pour soutenir son fils. Des élections, il écrit au préfet Garnier « J'aime ardemment ce beau pays où j'ai commencé ma carrière politique et je suis heureux qu'il me rende affection pour affection. C'est une espérance bien douce que de penser que ces liens seront continués par mon fils. » Bon, voilà. Donc en fait, il y a la volonté, effectivement, de créer une dynastie et de se créer un fief. Bon. Entre-temps, il va y avoir, après, 3 ans après, pour montrer qu'en fait, il jette son dévolu sur l'arrondissement d'Argelès. Le conseiller général d'Argelès, Jacques Sasser, qui était notaire à Argelès, meurt au mois de décembre 1866. Et donc, il faut là aussi un candidat pour le remplacer. Eh bien, Adolphe, qui est déjà conseiller général d'Arreau, eh bien, il est candidat officiel à Argelès. On mettra quelqu'un à Arreau après. Et Adolphe est élu à la quasi-unanimité des suffrages exprimés, conseiller général d'Argelès. Voilà. Il devient vice-président du conseil général à la mort de son père, et c'est lui qui va présider la session de 1869. Et pour remercier le conseil général, il a offert un buste de son père en marbre en 1870. Bon, ce buste, 1870, il a disparu. On a pu retrouver après. Bien. Il a été réélu le 24 mars 1869, comme député après la mort de son père. Mais dans sa profession de foi, il dit « Si vous consentez à renouveler mon mandat, je considérerai mon élection comme un nouvel hommage rendu à la mémoire de mon père. » Bon, voilà. Le lien avec la famille, c'est important. Alors, après 1870, il n'a plus de mandat, mais il demeure propriétaire du journal, l'ère impériale qui redevient l'ère nouvelle. Et elle est toujours combative. Il y a une élection partielle en janvier 1875, parce qu'un des députés élus en 1871, Eugène de Goulard, meurt. Et pour succéder à de Goulard, tout le monde pense qu'Adolphe Fould sera candidat. Mais pour des raisons de santé, il renonce. Et effectivement, les élections ont lieu en janvier 1975 et lui, il meurt le 13 février 1875 à Paris. Bon. Alors, il était demeuré le chef de la famille. On va avoir une période un peu sans les Fould, jusqu'à l'apparition d'un petit-fils, des petits-fils, voilà. Alors, il y a 2 petits-fils, Henri de Breteuil, donc le fils de Charlotte, qui avait épousé le comte, 1847-1916, il est mort en 1916, et puis Charles Achille, 1861-1926. Voilà les 2. Alors, vous avez ici, à gauche, le marquis Henri de Breteuil, petit-fils d'Achille Fould, mais alors, on ne sait pas trop s'il est bonapartiste ou monarchiste. Bon. Il connaît bien le comte de Paris, qui est le prétendant au trône de France pour les orléanistes. Et puis, vous avez à droite Charles Achille, qui est le fils d'Adolphe, et donc le petit-fils d'Achille Marcus. C'est donc la 3e génération. Bon. Que dire, j'ai déjà parlé d'Henri, c'est Henri-Charles Le Tonnelier de Breteuil, son véritable nom. Oui, ça, les nobles ont des noms qui sont plus compliqués que ceux qu'on retient. On l'appelle le marquis de Breteuil, mais c'est Le Tonnelier de Breteuil. Moi qui ai enseigné un peu en Vendée, Philippe de Villiers, le vicomte, pour les Vendéens, son véritable nom, c'est Philippe le Joli de Villiers de Saint-Ignon. Mais on ne retient que de Villiers. Bon.
Mais c'est un nom rallonge. Il y a beaucoup de nobles comme ça. Alors, Henri le Tonnelier de Breteuil, il est fils de Charlotte, il a fait l'école de Saint-Cyr, c'est un officier, il a été capitaine pendant la guerre de 1870, mais après la guerre de 1870, ne voulant pas servir la République, il a démissionné. Voilà, bon, ça, c'est clair. Et en 1877, il se présente aux élections législatives dans les Hautes-Pyrénées comme candidat monarchiste. Et il va être député, donc dans la circonscription d'Argelès, Lourdes d'Argelès. Il est député de 1877 à 1881. Bon, en 1881, c'est au scrutin de liste, il est battu, et de il sera réélu en 1885, et jusqu'en 1892. Il a démissionné en 1892 parce que il s'est opposé au ralliement des catholiques à la République, comme le leur demandait le pape Léon XIII dans l'encyclique Au milieu des sollicitudes. Il demandait aux catholiques d'accepter le régime pour mieux le changer de l'intérieur. Mais il fallait accepter le régime. Donc, ce ralliement des catholiques n'a pas été accepté par tout le monde, notamment par le marquis de Breteuil qui a démissionné. Bon. Il a soutenu, dans les années 1886-87, il a soutenu Boulanger, le général Boulanger. Alors, pourquoi il a soutenu Boulanger? Parce qu'il a servi d'intermédiaire entre le comte de Paris et le général Boulanger. Les monarchistes espéraient que Boulanger, s'il prenait le pouvoir, ramènerait un roi, la monarchie en France. Voilà. Il prendrait le pouvoir et il le laisserait ensuite à un roi. Donc, le comte de Paris, il y a toute une série de nobles là, notamment la duchesse d'Uzès qui avait beaucoup d'argent, et le marquis de Breteuil, député des Hautes-Pyrénées, qui ont intrigué autour du général Boulanger pour qu'il se rallie au comte de Paris. Alors, ici, il a fait des tentatives. Par exemple, il y a eu une cantonale partielle à Luce, pour le conseil d'arrondissement, c'était pas pour le conseil général, un décès. Eh bien, on a le général Boulanger candidat à Luce. Bon, évidemment, il n'est pas venu à Luce, le général Boulanger. Mais, en fait, il y a deux personnes qui sont venues, avec de la propagande, des affiches, des bulletins, et qui ont fait une campagne sur le terrain pour soutenir Boulanger. Et il avait le soutien... Alors, qui derrière il y avait? Eh bien, il y avait le député Henri de Breteuil. Et ses réseaux, et en particulier le maire de Luce, Jean-Bernard Mounic, qui était un des fidèles de Breteuil, et qui soutenait les bonapartistes à l'époque. Bon, il n'a pas été élu, Boulanger. Bon, je crois que c'est un certain docteur Verger-Sarat qui a été élu, mais qui lui était bien un toy. Et Toy se méfiait quand même, ce général. Bon, l'opération n'a pas marché. Mais c'est pour vous dire. Il était ami du prince de Galles, le futur Édouard VII, qui a attendu pendant très longtemps que Victoria lui laisse le trône, et qui pendant ce temps-là venait se détendre à Paris, c'est connu, et qui d'ailleurs, le prince de Galles, et oui, je dis Édouard VII, il a séjourné à Argelès, il a séjourné à Argelès, à l'hôtel d'Angleterre. Et c'est... En politique étrangère, de Breteuil a toujours défendu l'entente cordiale, et il a milité pour l'unité européenne. Bon. Je passe avec lui parce qu'après il a disparu de la vie politique à partir du moment où il a démissionné. D'autant qu'il était veuf à cette époque-là et il s'est remarié avec une américaine, Mrs. Gardner, et il a partagé sa vie entre la France et les États-Unis. Alors, en revanche, il y a son cousin, Charles Achille, qui lui est né fils d'Adolphe, né en 1861 et mort en 1926. Lui, il est entré en politique à la fin des années 1880. Et il s'est distingué rapidement de son cousin de Breteuil, parce qu'il a été élu député en 1889 de la circonscription de Vic.
et son cousin était député de la circonscription d'Argelès. Mais lui, il a accepté le ralliement à la République. Hein, lui, il s'est rallié à la République. Alors, ce qui le caractérise, c'est qu'il a fait un très beau mariage. Vous en avez parlé la dernière fois. Voilà un portrait de Charles Achille et de son épouse, qui était Claire Haineux, 1863-1940. C'est la fille unique d'Armand Haineux, un riche banquier bordelais, qui était cousin germain du poète allemand Heinrich Heine. Alors c'est une famille qui avait noué pas mal d'alliances matrimoniales avec des gens qui étaient qui avaient épousé des descendants des maréchaux de Napoléon Ier, avec des descendants du maréchal Ney, des descendants du maréchal Murat, une cousine de la princesse Alice de Monaco. Bref, elle a une énorme dot, elle est fille unique, et dans sa dot, il y a surtout le château de Bechevel et son vignoble de 56 hectares. Bon, c'est un grand cru du Médoc, et elle a de l'argent, et elle achète à la fin du XIXe siècle, après la mort de Ségur d'Aguesseau, elle achète le château d'Oléac de Bath, et c'est donc elle qui a fait rentrer le château d'Oléac de Bath dans la famille Foule. Alors, Charles Achille Foule, lui, il est propriétaire d'immenses domaines, hérités de son beau-père dans le Médoc, de sa mère en Normandie, à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, de son père dans les Hautes-Pyrénées, Tarbes, Bossens, Mours, le Poix-Ferré, plus Oléac de Bath. Il a été député et conseiller général des Hautes-Pyrénées. Bon, j'en avais parlé la dernière fois. Bon, il s'est caractérisé par son vote ou son non-vote de la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Je vous l'avais dit la dernière fois. Il dit qu'il s'est trompé, mais en fait, il a voté. Hein, mais il dit que c'était une erreur. Bon, je sais pas. Bon, en fait, il a voté la séparation de l'Église et de l'État, ce qui a entraîné d'ailleurs un conflit politique assez long sur Argelès entre les partisans de la séparation de l'Église et de l'État et les adversaires. Bon, il a été battu finalement en 1906 par Alicot, qu'il avait battu en 1902 parce que justement Alicot était hostile à la séparation de l'Église et de l'État. Bon, il s'est retiré à Condé-sur-Sarthe, dont il a été maire, et il est mort à Paris le 15 février 1926. Alors, j'avais pas eu le temps la dernière fois, et j'espère qu'on va avoir le temps cette fois-ci, d'aborder une autre génération, l'arrière-petit-fils. Armand Achille Foule, né en 1890 et mort en 1969. Ça nous rapproche de nous. Le voilà en photo. Il ressemble à sa mère, Madame Heine. Alors, lui, c'est le fils de Charles Achille. Alors, je profite de ça tout de suite, mais je savais pas ça, mais c'est en travaillant sur ça. Dans les familles de la bourgeoisie juive fortunée, pour marquer les branches familiales, on avait l'habitude de répéter le prénom dans la famille. C'est pour ça que l'aîné s'appelle Achille Marcus, le fils s'appelle Adolphe, mais les petits-fils vont prendre le nom de Charles Achille, Armand Achille. Et au point que cet Armand Achille, après la guerre, il va modifier le patronyme et transformer le patronyme de Fould en Achille Fould. Il va faire entrer le prénom dans le nom, avec un tiret. Bon, ça c'est possible, mais il vous faut l'accord du Conseil d'État, et ça coûte cher, parce qu'il faut refaire tous les papiers civils, etc. Bon, mais vous pouvez faire modifier votre nom, si vous le voulez, et mettre le prénom de votre grand-père, si vous souhaitez, dans le nom de la famille. Bon, après on aura des résistants qui feront ça. La famille Pierre Brossolette, par exemple. Vous avez une journaliste qui s'appelle Sylvie Pierre Brossolette. Bon, mais Pierre Brossolette, c'est son nom de famille. Parce que Pierre Brossolette, qui a été victime des nazis, un résistant connu, ils ont intégré le prénom de Pierre dans le nom de famille. Bon.
Donc mais là c'était une tradition pour marquer l'attachement à la famille. Alors lui il est fils de Charles Achille, il est né à Condé-sur-Sarthe. Il a fait ses études à Oxford, études de droit et de sciences économiques. Après, pendant la guerre de 14-18, il s'est donc retrouvé interprète interallié, mais il s'est battu quand même, puisqu'il a eu 7 citations au front, au 23e Dragon. Et il a mené, lui, une vie de gentleman farmer, forcément, viticulteur dans le Médoc, éleveur de chevaux dans l'Orne, et à Tarbes, à Mourles, donc il ne pouvait être que gentleman farmer. Il s'est présenté aux élections législatives en 1919 dans la circonscription d'Argelès, et il a été élu à chaque renouvellement jusqu'en 1940. Bon, par contre, il n'a pas pu se faire élire conseiller général en 1919 dans le canton d'Argelès, parce qu'il a été battu par le docteur Meillon de Cauterets. Bon. Alors cet homme-là, il s'est distingué dans la vie politique parce qu'il a été ministre, lui aussi, comme son arrière-grand-père. Il a été ministre de l'Agriculture dans des gouvernements de droite de l'époque, le gouvernement Tardieu, entre janvier 1931 et 1934. Le gouvernement de Tardieu, puis après dans le gouvernement de Laval. Vous l'avez là en photo, avec... cette photo, elle a été prise lors d'un voyage officiel à Lyon. Et alors, voilà Armand Achille-Fould, ministre de l'Agriculture, en compagnie d'André Tardieu, qui était le président du Conseil, et puis du ministre des Finances de l'époque, dont vous connaissez le nom, Paul Reynaud. C'est un nom qui vous dit quelque chose, Paul Reynaud. C'est un personnage donc qui a joué un rôle important au niveau du ministère de l'Agriculture. Si la mesure la plus importante qu'il ait prise, c'est la création du PMU. Mais c'est toujours lié aux courses. C'est toujours lié aux courses. Bon, alors il a fait un faux pas. Le 10 juillet 1940, il a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Bon, sous Vichy, il a accepté d'être membre... le Conseil général a été dissous en 1941, et il y a eu une commission départementale qui a remplacé le Conseil général. Et les gens étaient nommés. Il a accepté d'être membre de la commission départementale sous Vichy, et ça fait que, à la Libération, tous ces gens-là se sont retrouvés inéligibles. Sauf ceux qui avaient fait acte de résistance, etc. Parce que, à la commission départementale, il a fréquenté Maurice Trélu. Mais Maurice Trélu a été déporté, et on sait que Maurice Trélu, pendant la guerre, il a aidé au moins un juif ou deux, puisqu'il est inscrit dans le musée, il est classé parmi les justes, à Yad Vashem. Lui, non, il est resté fidèle à Vichy jusqu'au bout. Donc, il a été déclaré inéligible. Il s'est consacré à la gestion de ses propriétés. Mais il était toujours présent quand même dans ses propriétés. Il est mort à Bechevel le 4 octobre 1969. Alors, il a eu 2 fils, et puis une fille, mais c'est les 2 fils qui constituent la dernière génération des politiques des Fould que nous avons eus. L'un, il n'a rien à voir avec les Hautes-Pyrénées, mais il est né à Tarbes. Alors, on peut en parler, c'est Aimar Achille Fould. Donc après, ses enfants s'appelaient tous Achille-Fould. Il est né en 1925 et il est mort en 1986. C'est quelqu'un qui a été... c'était un ancien officier de marine, et qui est devenu député de la Gironde, et qui a été ministre, à son tour, secrétaire d'État aux armées entre avril 1973 et février 1974, donc sous le président Pompidou, puis au transport
de mars à mai 74, toujours sous le président Pompidou, et ensuite aux postes et télécommunications de janvier 75 à janvier 76 sous le président Giscard d'Estaing. Voici une photo d'Aimar Achille Fould. Alors là, bon, vous l'avez en médaillon là, et puis vous le reconnaissez ici, hein, juste devant Giscard d'Estaing qui était ministre des Finances. Bon, c'est le gouvernement, ça 73-74, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de Georges Pompidou. C'était le gouvernement de Pierre Messmer. Et vous devez reconnaître, peut-être alors, je ne sais pas, un certain nombre de ministres, Thionnier, on n'est pas là pour faire le portrait, mais Michel Jaubert, qui avait été ministre des Affaires étrangères, Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, bon, Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Après, il y a des gens moins connus, mais connus par la suite, hein, mais Bernard Stasi, qui était un proche politiquement, il était proche d'Aimar Achille Fould. Bon, après, on reconnaît plus trop tous ces gens-là, mais bon, puis je vais pas... Bon, mais enfin, pour vous montrer qu'il y avait toujours des Fould dans un gouvernement sous la Ve République. Alors, il a un frère, alors c'est lui que nous avons connu dans les Hautes-Pyrénées, qui est Étienne Achille Fould, qui a 2 ans de moins que lui, qui est né en 1927 et qui est mort en 1994. Alors, Aimar n'avait que des descendances, n'avait pas de descendance masculine. Étienne non plus. C'est comme ça que le nom n'est plus porté aujourd'hui. Alors, Étienne, il gère les domaines haut-pyrénéens. Et il a fait des études agricoles. Alors, il s'est engagé au début, avant de s'engager dans la vie politique, il était donc agriculteur, et il est un des fondateurs du centre départemental des jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées. Hein, il élevait des chevaux, mais il élevait aussi des ovins. Hein. Et il a été pendant longtemps, au moment de la création du parc, il était président de la fédération départementale ovine. Hein. Et il allait mettre ses troupeaux en estive dans le cirque de Troumouse. Or, avec la création du parc, il était question, au départ, de réserver les estives qu'aux communes qui étaient dans le parc. Donc, imaginez que Fould, il a été de ceux qui ont mené la campagne contre la création du parc. Hein. À l'époque, il n'était pas, il n'avait pas de mandat politique. Mais moi, je connais des agriculteurs dans la vallée d'Argelès qui se souviennent très bien que chaque année, quand ils allaient au cirque de Troumouse amener les troupeaux, il y avait une fête, hein, et Fould amenait du Bechevel, quoi, du Médoc. Et donc, ça, c'était un vieux monsieur qui est mort, il avait 91 ou 12 ans, il s'en souvenait encore il n'y a pas longtemps. Bon, il a été donc, il a joué un rôle important, et il a été opposant donc à la création du parc. Hein. C'est quelqu'un qui a fait la guerre d'Algérie, alors qu'il avait passé l'âge, mais il s'est réengagé en 1955-56. Et il avait quand même fait de la politique, mais bon, comme candidat. En particulier, il a été candidat en 1951 et 1956. À l'époque, les élections législatives étaient à la proportionnelle départementale et il y avait 3 députés, 3 sièges. Donc on classait 1, 2 et 3. Bien, la liste qui avait le plus de voix obtenait 1 siège ou 2, ça dépendait. Bien. Et lui, il a toujours été 3e sur la liste de Jacques Fourcade. Jacques Fourcade, à partir de 1951, avait... c'est l'époque où s'est constitué un parti en France qui s'appelait le CNIP, le Centre National des Indépendants et Paysans. Et Fourcade était à la tête de ce parti dans le département. Il a été élu député en 51 et en 56. Bon, il a été réélu, mais là, au scrutin de circonscription en 59.
en 58, fin 58, et il est mort en 59 d'un accident de voiture. Il était aussi maire de Vic et conseiller général de Vic-Bigorre. Le troisième sur la liste du CNIP, en 51 et en 56, c'était Étienne Achille Fould. Hein. Le deuxième étant le docteur Pérusse d'Argelès. Donc, il s'était engagé dans les années 50, tout en étant actif dans le syndicalisme agricole. Il y avait une concurrence dans le syndicalisme agricole c'était entre les deux partis qui essayaient de rallier l'électorat paysan, à savoir au centre droit le CNIP, et puis au centre gauche les radicaux. Le président de la FNSEA de l'époque, de la FDSEA, c'était Paul Despouy, qui était de Madiran, qui sera plus tard conseiller général lui aussi, et qui a été président de la Chambre d'agriculture également. Donc il y avait une sorte de concurrence pour attirer les voix de l'électorat paysan à cette époque-là entre ces deux partis, l'un centre droit, l'autre centre gauche, disons. Bon, il est devenu conseiller, il a été candidat aux législatives en 68 également pour le Centre démocrate. Et voici d'ailleurs une affiche. J'ai pas retrouvé beaucoup de photos de lui, mais j'ai retrouvé cette affiche. Voilà, c'est une affiche du 23 juin 68, candidat d'un parti du centre qui s'appelait Centre Progrès et Démocratie Moderne, auquel appartenait son frère au niveau national. Et donc j'ai fait un zoom sur la photo. Donc là, en 68, il est né en 27, il avait une quarantaine d'années. Et ça, c'est une photo qui est plus récente, qui correspond plus au personnage qu'on a connu à la fin de sa vie. Il a été élu, alors il est candidat en 68 parce qu'il avait été élu l'année précédente conseiller général de Pouillastruc en 67. Et il est resté conseiller général de Pouillastruc de 1967 à 1994, donc pendant 27 ans. Réélu la plupart du temps au premier tour avec 55 à 65% des voix. Il a toujours siégé dans l'opposition départementale et il avait succédé à un vieux médecin, le docteur Joseph Davered, qui était un radical qui ne se représentait pas en 1967, mais qui, selon Christian Crabeau, qui avait étudié cette élection, avait soutenu Étienne. Hein. Officiellement, il y avait un candidat qu'il aurait dû soutenir, mais il disait aux gens, votez Étienne, votez Étienne. Bon, voilà, ça c'est ce que raconte Crabeau, mais je pense que ça doit être vrai. Bon, donc c'est pas au Conseil général qu'il a été dans l'opposition, mais il a joué un rôle dans un autre domaine dans le département. Il a été président de la Fédération départementale du tourisme dans les années 1970 et président du Festival international du film de tourisme qui a duré des années 70 jusqu'au milieu des années 1980, et qui faisait de Tarbes une sorte de plateforme, une vitrine pour le cinéma. Il est décédé en 1994 et lui aussi avait une fille. Alors, lui et son frère ont vendu la Villa Fould et la grande propriété qui s'appelle aujourd'hui Parc Paul Chastelain. Voilà. Alors, voilà. Je termine là-dessus. C'est les derniers Fould qu'on a eus, mais c'est assez. C'est une ironie parce que le Fould a représenté la banque, le milieu financier, les milieux d'affaires, etc. Et toute la grande propriété qu'il avait acquise, aujourd'hui, c'est le parc Paul Chastelain, premier maire communiste de Tarbes, ou deuxième maire communiste de Tarbes. Bon, alors, j'avais eu l'occasion de l'interroger avec Jean-François Soulet en 1900, c'était au début des années 80. C'était après la mort de Chastelain, donc c'était après 83, et pour une radio locale, Radio Bigorre, dont Jean-François avait été président, et on avait interrogé comme ça pas mal d'hommes politiques de l'époque, et donc lui nous avait reçus, et Jean-François lui avait posé la question, il avait dit « mais je suis fier, Paul Chastelain, il était communiste, mais c'est un copain ». Voilà. Donc, c'était accepté, voilà. Bien. Prochaine séance,
je comptais évoquer quelqu'un d'autre. Le parcours d'un républicain au XIXe siècle, ce n'est pas les mêmes milieux que ceux qu'a fréquenté Achille Fould, puisqu'il se retrouve en opposition. C'est un personnage qui est né à La Reule, qui est allé à Alger, je vous expliquerai. Voilà la maison natale de Thénault à La Reule. Hein, et puis, bon, ça c'est un personnage dont on reparlera. Voilà, le portrait d'Eugène Thénault dans les années 1860, lorsqu'il a été préfet des Hautes-Pyrénées en 1870-71. C'était un préfet militant, bon, caractère un peu extrémiste républicain, bon, qui a été surtout un intellectuel, qui a publié des bouquins, voilà, des caricatures aussi des journaux de l'époque le concernant. Bon, je vous montrerai quoi, toujours le même Thénault. Voilà, ça c'est l'inauguration d'un buste par Jules Ferry en 1891. Et ce buste, il a été longtemps en place devant l'école de La Reule. Vous voyez, par exemple, les banquets républicains se faisaient devant la mairie autour du buste. Les enfants des écoles mairie, étaient photographiés au pied du buste de Thénault. C'était un personnage, si vous allez à La Reule, voilà, vous avez ici le buste devant la mairie de La Reule. Voilà. Et vous savez, la rue Eugène Thénault à Tarbes. Mais il y a 3 rues Eugène Thénault en France, une à Tarbes, une à Vic-Bigorre et une à Bordeaux, parce qu'il a dirigé le grand journal bordelais, La Gironde, qui était l'ancêtre de Sud-Ouest. Et ça, c'est la photo de la Gironde. Voilà, bon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre, à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.